Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais que les micros, ouais, impeccable, superbe. Bah, écoutez, merci pour votre présence et merci d'être là pour cette petite conférence qui va durer une petite demi-heure, questions comprises, sur comment s'associer avec un développeur informatique, s'associer avec un développeur ou un CTO. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer ça avec Victor de la société Click. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, c'est qu'on se présente un peu. Je te laisse peut-être la parole, Victor. Du coup, moi, c'est Victor. Je suis le CEO et l'un des 4 cofondateurs de Click, qui est une entreprise qui finance et gère les parcs informatiques des startups et des PME. On a monté la boîte en 2019 et on était à la recherche d'un CTO. C'est le thème du jour. J'ai 27 ans et avant, je bossais déjà sur des produits hardware chez Fnac Darty, notamment, en planning stratégique. Et moi, du coup, Valentin Brulin, je suis un des fondateurs de la plateforme cofondateur.fr. Cofondateur.fr, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre des porteurs de projets, des entreprises start-up et de l'autre côté, des développeurs CTO. Et on met en relation tout ce beau monde pour qu'ils s'associent, donc pour créer des entreprises. Voilà, on a un peu plus de 35 000 utilisateurs un peu partout en France, en Suisse, au Québec et également en Belgique. Voilà, et Victor est du coup un ancien utilisateur de la plateforme. Alors on va commencer. Première question qu'on se pose assez souvent, c'est quand on est porteur de projet, c'est pourquoi est-ce qu'on s'associe avec un profil tech? Pourquoi est-ce qu'on irait s'associer avec ces profils-là? Alors moi, il y a un argument où vous allez forcément vous dire, Valentin, il est sympa, mais il enfonce un peu des portes ouvertes. Je vais vous dire ne pas être seul. Vous allez dire, oui, il est sympa, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce qu'on s'associe, que ce soit avec un profil technique ou pas, on s'associe systématiquement avec des gens parce que quand on est entrepreneur, au démarrage, on est très très seul et c'est un vrai problème. C'est un vrai, pour échanger quotidiennement avec des entrepreneurs, on se rend compte que c'est un vrai problème. On a besoin, à un moment donné, d'être accompagné par quelqu'un avec qui on va pouvoir partager les obstacles, partager les difficultés et puis surtout partager les succès par rapport à ça. Il y a un point qui est très important, c'est la complémentarité. Évidemment, quand on est porteur de projet et qu'on a des compétences éco-business, par exemple, il n'y a aucun entrepreneur au monde qui sait absolument tout faire. Donc, on va aller chercher des compétences qui sont annexes chez un associé. Et par exemple, ça peut être des compétences techniques, ça peut être des compétences sur de la partie UI, UX design. Je ne sais pas, Victor, toi, c'est quelque chose du coup qui t'est un petit peu arrivé? Ouais, alors nous, à l'origine, on était 2 cofondateurs orientés business. Mais on vend un produit qui est complètement tech. Toute la location, la gestion du parc informatique de nos clients, elle se fait directement dans une app qu'on a développée. La volonté, c'était de tacler plein de pain. On n'entend pas? Ouais, faut bien le coller comme là, ça. Vous en fait. entendez mieux ou pas? Ouais, c'est bon. Donc nous, on a tout mis dans une app tech, justement pour changer la vie des utilisateurs quand ils louent du matériel informatique. Et donc, on avait l'enjeu d'être vraiment accompagné. Donc on s'est posé plein de questions sur l'UX, l'UI, le dev back, le dev front, toute la partie technique en fait. Et clairement, la seule option qui était viable, c'était de s'associer avec un profil tech et pas d'externaliser et pas de salarié parce qu'il fallait quelqu'un qui vraiment s'implique dans le projet avec nous. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi cette question d'internalisation des compétences où en fait on a 2 choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet qui est digital, soit on va passer par un freelance ou une agence, mais potentiellement on va être un peu pieds et poings liés à un moment donné et si on fait une levée, si on a des investisseurs, eux vont se dire à un moment donné c'est bien, je vais mettre 200-300 000 euros, mais en fait il n'y a pas de tech en fait, dans l'équipe, donc forcément il va tout dépenser ou en dépenser une grande partie en fait auprès de ses prestataires. Donc ça c'est une vraie question et c'est un vrai point de douleur. Et puis il y a le challenge d'idées aussi qui pour moi est un argument très important qui fait qu'on s'associe avec des profils qui sont un petit peu différents de nous et notamment des profils techniques. Les profils techniques, ils sont très forts pour une chose parce qu'ils ont une vision produit. Ils sont très forts pour nous les profils business éco pour parfois nous remettre un petit peu les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que nous, on a une vision de ce qu'on veut faire, on a une vision de ce qui devrait être produit, sauf qu'en fait, on a l'impression que c'est 2 semaines, 3 semaines, 3 mois de développement, alors que parfois c'est 6 mois, 1 an, et le profil tech, je ne sais pas ce que tu en penses toi Victor, mais il est hyper bon pour ça, pour dire, en fait, ce que je te conseille, c'est plutôt de partir sur telle fonctionnalité, on va faire un premier MVP avec un nombre de fonctionnalités réduit,
On va voir un petit peu ce qu'en pense le marché, parce qu'on n'est pas à l'abri que le marché il nous le renvoie dans la tronche, ce MVP. Et puis derrière, on ira développer d'autres choses une fois qu'on aura notre retour de ce qu'on appelle les early adopters en fait, quoi. Ouais, clairement, nous, on a eu un rôle d'équilibre qui a été apporté par le CTO. Quand tu es sur la partie business, tu as envie de tout faire, de tout développer, n'importe comment. Et un des rôles d'équilibre du CTO, c'est de structurer les choses. Effectivement, développer un premier produit qu'on essaye de vendre, le faire dans de bonnes conditions, dans l'ordre, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, il y a un rôle d'équilibre qui est hyper important dans l'équipe et qui est apporté par les compétences différentes du CTO qui rejoint. Et moi, le conseil que j'ai à donner là-dessus, et ce que j'ai appris, c'est faut écouter en fait. Faut écouter, ça fait pas toujours plaisir. Parfois, on comprend pas et en fait, on se rend compte après qu'il a raison. Donc c'est hyper important de se mettre à l'écoute et en général, ça fonctionne. C'est hyper important ce que tu dis, c'est que nous, on a beaucoup sur la plateforme ce problème-là d'avoir des porteurs de projets en fait qui ont un retour des devs ou des CTO avec qui ils échangent et qui en fait le mec en 2-3 secondes fracassent leur projet, mais pas par méchanceté. En fait, c'est simplement parce que la vision est complètement l'application de la vision n'est pas possible en fait, et on a beaucoup de porteurs de projets qui se pardon pour l'expression, qui se vexent comme des poux quoi, et qui arrêtent en fait, qui quittent la plateforme et qui se disent en fait je suis pas du tout fait pour m'associer. Non, pas du tout, c'est simplement ce qu'a dit Victor, c'est qu'il est extrêmement important de se dire à un moment donné il faut que j'écoute. Ça ne veut pas dire tout prendre au pied de la lettre et tout foutre en l'air, mais ça veut dire écouter, prendre ce qui est important quoi. Bon, si on m'affiche pas mes slides, c'est terminé. Tac. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec un profil tech ? Comme vous le savez sûrement, profil business et profil tech, on est complètement différents. On n'est pas câblé vraiment pareil. Alors, forcément, il y a des similitudes entre tous ces profils, mais il y a beaucoup de choses qui sont très particulières. Alors, justement, il y a un des premiers arguments que Victor a dit juste avant, donc c'est intéressant. Il y a des choses qui pour moi sont extrêmement importantes. C'est, le dernier argument, c'est ne pas prendre en compte les spécificités du profil. Les profils techniques, c'est des profils qui sont en règle générale, et je ne le dis pas du tout de manière péjorative, mais assez binaires. Ils sont très terre à terre, ils sont très analytiques, ils ont des avis qui sont souvent très tranchés. C'est 0, c'est 1, 0,5, ça n'existe pas. C'est noir ou blanc, gris, ça n'existe pas. Je vais un petit peu loin et je vais forcément un peu dans le cliché, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que de par leur cursus, les études qu'ils font et leur parcours, ils sont obligés d'avoir cette vision-là. Là où nous, profils commerciaux, je ne sais pas toi Victor, mais moi ça m'est jamais arrivé d'arriver à une vente, de proposer une offre et que le mec me dise « bah oui, c'est ok ». Non, ça ne se passe jamais comme ça. Le mec va dire « alors ça me plaît, mais moi je verrais plus ça à tel prix, là ça ne me convient pas vraiment ». Et nous, on a ce profil un peu plus, où on va faire un peu plus de concessions. Donc, c'est des spécificités de profil qui sont c'est extrêmement important en fait de les avoir à l'esprit. Sinon, en fait, forcément, on ne se comprend absolument pas quoi. Ouais, y a un truc que je pourrais rajouter qui couvre tout ça, l'écoute, prendre en compte les spécificités du profil. En fait, souvent, et je parle sous le contrôle de Valentin, la frustration dont je parlais, que le CTO, quand le CTO nous calme et nous cadre, elle peut s'inverser en fait. Si on n'écoute pas, si on ne prend pas en compte les retours, il y a un gros risque d'inversion de la frustration qui va se retourner sur le profil tech. Et là, c'est le bazar parce qu'en général, il n'a pas envie de continuer. Si le projet n'est pas entraînant pour lui et qu'en plus on ne l'écoute pas, aucun intérêt à continuer. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment d'important à prendre en compte. C'est pas retourner la frustration, trouver le point de contact entre les deux et faire en sorte d'avancer les choses. Je le dis, c'est pas évident à faire, mais c'est hyper important à prendre en compte. Ouais, clairement, complètement d'accord. Il y a une autre chose qui est importante pour moi aussi, et une erreur que font beaucoup de porteurs de projets, c'est le deuxième argument, là, c'est imposer les technos. Vous avez beaucoup de porteurs de projets qui sont au stade d'idée, sans rien développer, et qui vont voir directement les devs, les profils tech, en disant moi, en fait, j'aimerais vraiment que la plateforme que je veux faire soit développée sous Python, parce qu'en fait j'ai lu dans un article là, il y a 20 minutes que Python c'est hyper bien pour toute la partie data analyse et que c'est une techno qui est hyper en vogue. Et en fait, mettez-vous à la place du profil
tech qui va entendre ça et qui va dire mais concrètement en fait s'il me fait même pas confiance sur le choix de la techno, si en fait dès le départ il met ses 2 pieds dans mon périmètre, comment est-ce qu'en fait on va faire pour s'associer? Et ça en fait ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que en tant que porteur de projet éco ou d'ailleurs d'autres compétences, on a nos compétences à nous, mais on n'a pas de compétences techniques. Donc vous êtes dans une recherche d'associés, c'est quelqu'un à qui vous allez faire confiance, quelqu'un qui va prendre le lead en fait sur son périmètre. Il est extrêmement important de lui laisser cette place-là, sinon c'est la cata. Et en fait ça dure 1 mois, 2 mois et puis c'est réglé, c'est terminé, quoi. Et enfin, dernière chose, c'est surestimer son projet et ses capacités. On en parlait tout à l'heure, mais un entrepreneur ne peut pas tout faire, donc ne surestimez pas vos capacités et ne surestimez pas votre projet, puisque un projet, une idée, ça ne vaut absolument rien, c'est l'application, bien sûr, qui en fait la valeur. Et ça, cette application, vous avez forcément besoin, à un moment donné, d'une compétence technique, sur un projet digital en tout cas, pour la mettre en avant, quoi. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ce sujet. Non, un peu en sortant du périmètre tech, en fait, n'oubliez pas que si vous associez, même avec un tech, il n'y a pas que la tech qui compte. L'associé il a besoin de se sentir concerné, au moins informé sur le reste de ce qui se passe dans la boîte. En général, il entre au capital. Et s'il fait la démarche de venir sur un projet comme ça, alors qu'il pourrait trouver un job n'importe où ailleurs, bien mieux payé et en travaillant beaucoup moins, c'est qu'il a vraiment un intérêt sur le projet entrepreneurial. Et donc, il faut essayer d'inclure la personne dans le projet global, même hors tech, qui soit très informé du business, des clients, des retours clients. Nous, on itère énormément à partir des feedbacks clients. Donc voilà, prendre en considération aussi ce qui est hors tech et qui est hyper important pour stimuler le profil, le garder et en faire un vrai associé, en fait. Clairement. Petite slide qui est pour moi assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'il recherche le profil tech. C'est-à-dire que typiquement, quand vous êtes porteur de projet, que vous avez une idée et que vous essayez d'attirer un profil tech sur votre projet, comme l'a dit Victor, aujourd'hui, les profils tech, on est sur une vraie pénurie, donc ils sont sur un piédestal concrètement et ils peuvent trouver assez facilement du boulot, se mettre en freelance, trouver assez facilement, alors c'est pas non plus gâteau, hein, mais ils ont de fortes possibilités sur le marché du travail. Qu'est-ce qui va les convaincre en fait de rejoindre un projet? Et nous, on a fait une étude sur un peu plus de, sur toute notre base en fait de développeurs. On a eu un peu plus de 1000 retours et du coup, on a sorti ces 5 arguments qui sont assez intéressants, je trouve, et que je vais rapidement détailler. La liberté. Alors la liberté pour moi c'est une des plus belles conneries de l'entrepreneuriat, surtout les 3 premières années, on n'est jamais libre et qu'on passe son temps à mettre des bouts de scotch sur des trous. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les profils, à côté, les profils techniques, malgré ce piédestal, ils ont cette frustration, je trouve moi en tout cas par rapport à leur retour, de ne pas pouvoir en fait coder pour eux et de ne pas avoir cette liberté de choix en fait. C'est-à-dire qu'on leur impose des technos, ils vont dire bon bah écoute, tu m'as demandé de faire ça, je suis payé pour le faire, moi j'aurais pas fait ça, mais je vais quand même le faire. Mais ils ont cette frustration un petit peu de pas pouvoir aller intégrer et faire leur choix. L'équipe, ça c'est extrêmement important pour eux. Un profil tech va jamais s'engager sur un projet s'il n'y a pas un porteur de projet ou une équipe pour lequel ou laquelle ils ont eu un vrai coup de cœur. Ça c'est clair et net. Le challenge technique, si votre projet c'est un site e-commerce, qui va rester un site e-commerce, et j'ai rien contre les sites e-commerce, mais qui va rester un site e-commerce assez longtemps, il n'y a aucun intérêt à s'associer avec un profil tech. Pourquoi? Parce qu'un site e-commerce, ça reste un site e-commerce et il n'y a pas un challenge technique de fou furieux. Donc au bout de 6 mois, le mec va se retrouver en maintenance et de temps en temps, il va développer une fonctionnalité. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut que le profil tech il puisse s'éclater et qu'il puisse sentir tout ça. Projet viable, alors ça veut tout rien dire un projet viable, mais il faut qu'il sente le profil que quand vous lancez ce projet, premièrement, vous avez une expertise métier, que vous savez où vous voulez aller, qu'il y a une vision et qu'il y a des objectifs qui sont ambitieux mais qui sont lucides. S'il ne sent pas ça, clairement, il n'y va pas. Et enfin, ça c'est une recrudescence depuis un petit moment, c'est le sens. On voit de plus en plus de profils tech les profils tech ayant quand même une certaine conscience et des avis en fait, sur ce qui se passe, ont la volonté de s'engager parfois sur des profils, sur des projets ESS, économie sociale et solidaire. Toi, je ne sais pas si dans l'aventure Click, s'il y a eu d'autres faits qui ont fait que ton associé t'a rejoint. Moi, j'aurais pas mieux choisi que les 5 mots-là. En revanche, la question sous-jacente à ça,
que doivent se poser les gens qui cherchent un profil tech, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un profil tech, et donc est-ce que j'ai quelque chose à lui apporter. Tu as parlé de e-commerce. Aujourd'hui, il ne faut pas recruter un profil tech pour monter un e-commerce. Il faut aller sur un CMS à 20 € par mois et ton e-commerce marche très bien. Et à l'inverse, effectivement, si tu recrutes un profil tech, tu arrives à l'attirer, bon ok, ça marche pas. Enfin, il n'y a aucun challenge, aucun sens. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin d'un profil tech? Et du coup, ça rejoint ces questions-là. Est-ce que je peux lui apporter un projet qui est viable, qui va donner du sens à sa vie, qui va donner du challenge technique hyper important? Ça ne marchera pas. Si au bout de très peu de temps, il se rend compte qu'il n'y a pas de challenge technique, que ça ne va pas l'emmener loin, que ça ne va pas le faire progresser, pas oublier que les profils tech, ils parlent à moins de monde parce que c'est moins intelligible ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc voilà, moi le conseil que je donne, c'est posez-vous bien la question de est-ce que vous avez besoin d'un profil tech en fonction de votre business. Parlez à des gens, posez des questions, des gens qui ont des retours d'expérience, qui ont fait les choses avant. Et ça, c'est un vrai conseil que je donne parce que parfois on se met délibérément à la recherche d'un profil tech et en fait on n'en a pas besoin ou on en a besoin différemment en freelancing, en agence, en ce que vous voulez. Et c'est la question qui est en fait en dessous de tout ça. Est-ce que j'en ai besoin et qu'est-ce que je peux lui apporter? Après la slide 3, la slide 5, chez cofondateur, on ne sait pas compter jusqu'à 5. Retour d'expérience du coup de Victor de Click. Ouais, je trouvais ça intéressant, Victor, que tu puisses nous raconter un petit peu la naissance peut-être de Trillis puis de Click, et puis surtout par rapport à ton association, comment ça s'est passé, quels besoins tu as éprouvé, et voilà comment ça s'est intégré. Alors, très rapidement sur Click, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais le leasing informatique, le marché sur lequel on est, c'est un marché qui est vieux comme le monde. On n'a rien inventé et nous, on a juste voulu contrer cette expérience du leasing pour les professionnels qui est juste horrible. Il n'y a rien de digitalisé, il y a des coûts cachés partout. Aujourd'hui, vous êtes une PME, vous ne pouvez pas souscrire en ligne à un leasing professionnel avec les bons services. Donc on a vraiment voulu contrer ça et c'est pour ça qu'on a fait de la tech. On a effacé tous les coûts cachés, tout le manque de transparence qu'il y avait chez les loueurs traditionnels qui sont en fait des bancaires. C'est une activité de crédit qu'on fait. Donc voilà pourquoi on a fait beaucoup de tech et pourquoi on en fait encore beaucoup. Sur le retour d'expérience, sur la recherche d'un CTO, nous il faut savoir que quand on a recherché notre CTO, on était rien quoi. On était 2 cofondateurs. Franchement, si on avait 1000 € de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et donc ça a été une vraie difficulté parce que même si on s'entend bien avec le mec, le faire venir quand tu as 1000 € de chiffre d'affaires et lui dire bon, écoute, quitte ton job, quitte ce que tu fais, rejoins-nous et puis peut-être que ça se passera bien. Donc la phase vraiment d'accroche du profil tech, elle est hyper importante. Moi, je vais partager mon retour d'expérience et comment on a réussi à faire que ça fonctionne. On l'a intéressé au capital, parce qu'il y a un moment où tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne peux pas le payer, donc il faut bien qu'il y ait un reward quelque part. Donc nous, on l'a intéressé au capital. Et honnêtement, si vous voulez vous associer avec un profil tech de haut niveau qui va emmener votre produit loin, c'est inenvisageable de ne pas l'intéresser au capital, donc soyez pas radin là-dessus. Ensuite, on a fait 2 ateliers sans s'associer. On s'est vu une première fois autour d'un verre. La deuxième fois, on a fait un premier atelier où on a partagé nos idées, on a pris des retours. La troisième fois, on a fait un deuxième atelier où on a récupéré plutôt ces idées. On a essayé de commencer à construire une ébauche de roadmap, d'idées, d'orientation pour le produit, etc. Et en fait, au bout du 3e rendez-vous, on s'est dit OK, il y a le match personnel. Il ne faut pas oublier que c'est un mariage professionnel. Vous allez passer des heures ensemble, vous allez vous engueuler, vous allez devoir emmener un projet plus loin. Donc le fit était là. On s'y retrouvait à peu près dans nos ateliers sur les envies, les idées, etc. Donc voilà, nous ça a été... C'est comme ça qu'on a fonctionné et je pense que c'est bien d'avoir une phase de découverte qui permet un peu de valider l'idée avant de s'engager, de faire rentrer au capital, etc. Voilà. Et ne négligez jamais que, en tout cas quand on est très petit, nous on a eu beaucoup de chance, c'est dur de trouver un profil tech. C'est pour ça qu'on s'était tourné vers cofondateur à l'époque et ça nous a facilité la tâche, mais c'est vraiment pas évident. Et donc si vous pitchez pas tous les mots qu'il y avait tout à l'heure, si vous donnez pas du sens, si vous donnez pas un challenge technique, etc., plus l'intérêt au capital, plus le match entre les 2 humains, c'est vraiment compliqué. Encore une fois, ils sont en position de force. Les profils tech, il y en a assez abondamment sur le marché, donc ils vont choisir forcément le projet qui les séduira le plus. Donc voilà, moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est dur de trouver et
Et malheureusement, à part multiplier les opportunités, il n'y a que comme ça que ça marchera. Et puis quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous intéresse, prenez le temps, un rendez-vous autour d'un verre, ensuite quelques ateliers, c'est hyper important. Parce que si jamais il y a des choses qui doivent apparaître, les ateliers les feront apparaître en fait. S'il y a vraiment des grands points de désaccord sur la vision du produit, sur comment ça va fonctionner, normalement ça va ressurgir. Voilà, et puis après, donc nous on a eu cette phase de recherche où Aurélien nous a rejoint ensuite. Maintenant ça fait 2 ans qu'il est avec nous, un peu plus, non 2 ans. Et donc il a suivi le scaling de la boîte. On était 3 à l'époque, aujourd'hui on est une vingtaine. On a fait 1 million de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc voilà, la boîte a scalé avec Aurélien. Et donc c'était aussi important de trouver un profil qui soit capable d'accompagner la croissance de 0 à 1 million du coup. Et j'espère 3 l'année prochaine. Et donc ayez quand même en tête que la personne qui vous rejoint, c'est pas seulement pour développer un MVP et dans 3 mois on se repose la question. C'est quelqu'un qui doit être capable de monter en puissance avec la boîte, notamment sur la partie tech. Et nous, vu qu'on est une boîte tech, peut-être que ce qu'on a fait le premier jour, c'était pas le plus dur, mais il fallait anticiper la suite. Et ça a fonctionné, donc c'est cool. Trop bien, merci beaucoup pour ton retour. Je vais juste compléter une petite chose qui est super intéressante qu'il a dit, c'est sur la période d'essai, enfin sur la période un peu de découverte, qui pour moi est nécessaire, un peu comme dans un mariage en fait, hein, où si vous vous mariez au bout de 15 jours, vous allez vite découvrir qu'il y en a un qui veut des enfants et pas l'autre, hein, typiquement. Donc cette période, elle est juste nécessaire, et il y a des sujets qui doivent absolument être abordés, dont un qu'en France on n'aborde jamais, c'est l'argent, et pour moi c'est le sujet numéro 1, c'est-à-dire que avec son futur associé, il faut absolument parler d'argent. Si vous ne parlez pas d'argent et que dans 6 mois, vous avez un trou de trésorerie, si vous n'êtes pas posé la question avant de vous dire si dans 6 mois ou si dans 1 an on a un trou de trésorerie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que toi tu as des ressources, est-ce que tu as moyen de rebondir, est-ce que tu peux faire quelque chose, le jour où ça arrive, il y a 99,5% de chances qu'ils ne réagissent pas ou elles ne réagissent pas de la manière dont vous l'aviez imaginé, qu'ils ou elles disent bon bah je vais partir en freelance 3 mois parce que là franchement j'ai plus de thunes quoi, et 3 mois après ils renouvellent, et 3 mois après ils renouvellent, et vous le voyez plus jamais quoi. Voilà. Et il y a ça, il y a les valeurs, il y a plein de choses, les ambitions du projet, il y a plein de sujets qui doivent être abordés, un peu comme dans un mariage encore une fois, où on apprend à se connaître et qu'on valide en fait la collaboration et la complicité avant d'y aller quoi. Et je complète, vu qu'on est sur les sujets un peu pénibles, faites dès le début des packs d'actionnaires, packs d'associés. Vous vous dites, oh, c'est le début, on verra. En fait, non, c'est pas quand vous avez le nez dans... Je dirais pas le mot, qu'il faut penser à le faire. Faites-le dès le début, dépensez 1 000 € à 2, à 3 sur un pack d'associés. Parce que le jour où ça se passe mal, au moins vous savez quelles sont les règles. Moi, le nombre de startups que j'ai vues où les associés commencent sans pacte, ça clash. Il y en a un qui part, il a 50% du capital, la boîte est morte. La boîte est morte, vous ne pouvez plus lever. Vous ne pouvez pas redistribuer à un autre associé tech les parts de la boîte. Lui il va vous demander une valo délirante que vous ne pourrez pas payer. Donc la boîte est morte dans l'œuf en fait. Donc faites des pactes, faites des clauses où bah, voilà, si jamais tu as envie de partir, bah, écoute, tu restitues tes actions à tel prix, mais au moins c'est cadré dès le départ parce que sinon c'est bloquant et ça peut tuer une boîte. Et les gens logiquement pensent que oh, c'est le début, de toute façon on vend même pas. C'est pas une question de vente parce que le jour où vous vendez, vous aurez autre chose à faire que de faire des packs d'associés, de parler à des avocats. Donc pensez-y dès le début. Mettez, je sais pas, nous notre premier pack d'associés, il nous a peut-être coûté 1 500 €. Voilà, je pense que c'est un budget qui vaut le coup parce qu'après il est trop tard. Et comme on dit toujours, un pacte d'associés, ça sert à rien tant que tout va bien. Par contre, quand ça va mal, on est bien content de l'avoir et d'avoir prévu les conditions de sortie notamment, quoi. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps. Est-ce qu'il y a des questions, vous, de votre côté? Non, on fait signe qu'il nous reste encore 5 minutes, on est pas On va mal. faire 5 minutes de questions ou de retour d'expérience, ou ce que vous voulez. Ouais, alors ça c'était propre au fait qu'on soit très très jeune en termes de société à l'époque. On n'avait pas d'argent. Et donc nous, la seule chose qu'on pouvait proposer, hormis le challenge de devenir CTO de la boîte, c'était effectivement de faire rentrer notre associé au capital. Qui je pense est la bonne manière d'intéresser un associé. Encore une fois, on se parle d'associé, on ne se parle pas d'un profil salarié. Donc ouais, on l'a fait rentrer au capital en 2 fois. Ce qui permettait un peu d'assurer nos arrières aussi si jamais ça se passait mal ou que ça collait pas. Donc voilà, on l'a fait en 2 tranches, on lui a donné 1 tiers dès le début.
et 2 tiers par la suite. Et on l'a uniquement intéressé au capital de manière assez conséquente. C'est pas des BSPCE, c'est pas une toute petite part du capital, mais voilà, nous c'était vraiment notre cible. On est une boîte tech, on avait besoin d'avoir un profil qui était fort avec nous, et donc il faut les intéresser. Donc ouais, on a fait que rentrer au capital vu que c'était très tôt, et voilà. Et pour compléter ce que dit Victor, moi je pense que intéresser un associé au capital, c'est le principe du coup de l'association et de l'entrepreneuriat, et ça ne devrait pas être une surprise. C'est-à-dire moi j'en ai un petit peu marre de ce complexe d'infériorité qu'on peut avoir, nous, porteurs de projets business envers les techs, parce que forcément, oui, on a besoin d'eux pour faire décoller le projet, mais ils nous font pas un honneur, et c'est une chance, évidemment, de travailler avec eux, mais c'est pas un honneur de travailler avec eux. Et en fait, ça s'appelle l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on prend sa chance, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et en fait, c'est ça la répartition du capital, c'est de se dire, bah voilà, on partage le gâteau, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis, on aura notre part du gâteau qui vaut pas grand-chose. Toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, il faut pas se dire, je pense, mais mince, mais comment il bosse avec moi depuis déjà 3 mois, comment je vais faire pour payer? En fait, tu l'as déjà payé avec des parts sociales de l'entreprise. Voilà. Moi, c'est ma vision en tout cas des choses, et ça s'appelle l'entrepreneuriat en fait, quoi. Et puis il est au courant, si le deal se fait, Oui, c'est pas une surprise. Ouais. Pardon. Vous évoquiez le fait d'être accompagné pour créer dès le début un pacte d'associés, mais dans la démarche aussi d'ouvrir, merci, dans la démarche aussi d'ouvrir son capital, est-ce que vous avez été accompagné pour quelle part du capital je suis prêt à donner à qui? Donc vous, les deux cofondateurs. Et donc vous vous êtes dit, on est prêt à tout de suite donner 3%, 5%, 15, 20, 50. Enfin, là aussi, il y a une vraie réflexion. Et est-ce que vous avez été accompagné dans cette démarche pour déterminer effectivement cette part de capital que vous étiez prête à donner? On n'a pas été accompagné. Par contre, on s'est vraiment renseigné. On a été à l'écoute d'autres profils tech qui n'étaient pas en recherche. On disait, est-ce que ça te paraît bien? Est-ce que ça te paraît pas bien? Est-ce que toi, si tu étais libre, tu viendrais sur ce projet-là si on te proposait ça? Donc voilà, on a fait un benchmark bête et méchant. On a proposé quelque chose qui nous semblait raisonnable en termes de dilution, mais aussi raisonnablement intéressant pour la personne qui allait nous rejoindre. Donc on n'a pas eu d'accompagnement particulier. Encore une fois, la boîte était vraiment très très jeune à l'époque. Donc voilà, l'idée c'était que ça matche des deux côtés et que ce soit cohérent. Et encore une fois, avec une vision d'avenir, on se dit, est-ce que dans 1 an, ça suffira toujours pour l'intéresser une fois que le projet soit démarré? Donc pas d'accompagnement particulier, si ce n'est trouver quelque chose qui était raisonnable pour les deux parties en fait. Parce que ça revient à valoriser dès l'origine alors qu'elle n'a pas de valeur votre entreprise, si je puis dire. Donc là, je pose la question aussi à vous peut-être de ce que vous avez vu jusque-là. Est-ce qu'il y a des critères objectifs en fait d'ouverture du capital pour intéresser quelqu'un? Alors, nous, on a un outil sur la plateforme cofondateur qui est assez intéressant parce qu'il réunit une trentaine de critères. Très souvent, on a l'impression que répartir son capital, pour beaucoup, le raccourci est fait de dire bah, moi j'ai mis 4 000 dans la boîte et toi tu as mis 6 000, bon bah tu as 60% et moi j'ai 40. Mais en fait, c'est pas du tout ça parce qu'il y a énormément de choses qui se valorisent. Il y a le profil en lui-même, les profils de chacun. Typiquement, une personne qui a 40 ans, 20 ans d'expérience ne vaut pas la même chose, ne doit pas être valorisée de la même manière qu'une personne qui sort d'études. Il y a les apports en capital, évidemment. Il y a la répartition des tâches. Il y a énormément de choses. Cet outil il est assez intéressant, même s'il n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'il donne une répartition qui est plutôt très pertinente et très intéressante et qui donne en tout cas une bonne base de négociation. Nous, à l'époque, sur la création de cofondateur.fr, on n'a pas été accompagné, on était 2, on a fait un 51-49 parce qu'on partait à 2 à 100% sur le projet, ce que font énormément de personnes, avec un petit peu d'expérience. On aurait bien voulu être accompagné là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, pour moi, la bonne répartition du capital, c'est la répartition du capital avec qui chacun est à l'aise, quoi. Pour moi, c'est ce qu'il faut retenir. C'est très facile à dire, ce que je dis, évidemment. Et pour être parfaitement complet sur votre question, nous c'était des actions gratuites qu'on a cédées. Donc il n'y a pas eu d'exercice de valorisation ni d'achat des parts. À un moment, c'était compliqué de faire payer des parts à quelqu'un dans une boîte qui n'existait pas et qu'on essayait d'attirer. Donc nous, c'était des actions gratuites.
qui n'en sont jamais, mais le CTO n'a pas eu à sortir de liquidité de sa poche pour y avoir accès. Mais c'est vrai que jour 1, elle avait déjà une valeur vénale. Mais en tout cas, elles n'ont pas été payées, c'est ça que je voulais dire. Et je pense que c'est important pour faire venir quelqu'un sur un projet très jeune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si je ne sais pas si on a encore un peu de temps? Oui. J'en appelle à ma mémoire. Je pense qu'on a mis, on a dû mettre 4 mois à trouver, mais honnêtement, j'ai vu des expériences beaucoup plus longues. C'était vraiment une chance de trouver en 4 mois. On n'a pas vu tant de profils que ça. Je pense qu'on a eu 5 personnes avant de voir Aurélien. Mais j'avais eu un autre projet avant qui est jamais sorti, où là on s'était planté d'ailleurs sur le profil tech. Donc au moins on a bénéficié de l'expérience, on n'a pas refait l'erreur. Et quand on l'a intéressé pour la deuxième partie de ta question, la boîte devait avoir 1 an, mais c'était en mars 2020, il y a eu un petit événement en mars 2020 qui a un peu ralenti l'économie. Donc le chiffre était vraiment très faible, hein, honnêtement. Enfin, il y avait peu de traction, mais il y avait un projet, il y avait quelques clients, il y avait des retours, il y avait des vrais enjeux tech. Donc voilà, mais ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'à l'époque, on faisait 10 000 euros de chiffre par mois ou quelque chose comme ça. Donc très loin de pouvoir se rémunérer à 3 sur un projet, d'avoir des ambitions de recrutement, etc. ou une levée de fonds. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'était la dernière, je crois. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci Victor d'avoir partagé ça avec moi. Et on peut se parler en dehors s'il y a d'autres questions. Merci à tous.